Nous nous trouvons ici dans les salles Charles X, qui ont été créées, comme le nom l'indique, par Charles X et ouvertes en 1827, qui en 1997 ont retrouvé leur destination première et montrent au public des figurines en terre cuite, expression majeure non pas tant au sens sculptural qu'au sens en termes numériques, expression majeure donc de l'art grec. Et depuis 1997, donc, ces salles sont consacrées uniquement à la présentation des figurines en terre cuite. Donc nous avons 3 salles successives qui se présentent sous un ordre chronologique et géographique depuis le début de l'art grec jusqu'à la période hellénistique, salle dans laquelle nous nous trouvons. Et cette dernière salle est tout spécifiquement consacrée aux productions de la cité anciennement grecque, maintenant sur la côte turque, de Myrina, dont les nécropoles ont été fouillées entre 1880 et 1882 par des membres de l'école française d'Athènes. Et ces nécropoles ont livré un abondant matériel, formé de figurines en terre cuite notamment, mais aussi de verre, de bronze, de vases, toute production qu'on trouvait d'habitude dans les tombes des anciens Grecs. Myrina est une cité d'une région qu'on appelait l'Éolide. C'était une ville qui était très active, très riche, qui se situait entre les villes d'Éphèse et de Pergame, et donc qui a servi de relais pendant toute l'époque hellénistique à toutes sortes de marchandises. Et donc se trouvaient donc là un certain nombre de notables dont les tombeaux ont été retrouvés donc à la fin du XIXe siècle. La ville est restée dans son état actuel, mais malheureusement aucune fouille pour l'instant systématique n'est entreprise, donc on devine simplement les 2 monts avec l'acropole et puis l'agora, puis les nécropoles donc étaient tout autour. Alors, le musée du Louvre a hérité d'un certain nombre de ce mobilier par convention donc, avec l'État turc de l'époque. Et donc, nous avons hérité de la moitié du mobilier qui a été trouvé donc, dans ces tombes. Une grande partie de ce mobilier est maintenant exposée donc, dans ces salles qui ne présentent quasiment que les figurines en terre cuite. Et là, je voudrais plutôt vous présenter un tombeau, puisque effectivement, on a pu, les fouilleurs de l'époque, Potier et Reynac, ont déposé donc leurs cahiers de fouilles, qui sont actuellement réétudiés par un membre de l'équipe, Negin Mathieu, et qui donc décrivent pour partie le contenu de ces tombeaux, notamment un des tombeaux très riches que l'on a appelé le tombeau B, mais qui porte le nom de 98 et qui comporte effectivement un très riche mobilier. Ce mobilier est constitué essentiellement de vases. Il y avait aussi de vases assez quelconques, il y avait également 2 strigiles en fer, donc les strigiles ce sont le racloir pour les athlètes, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément un indice pour le sexe du défunt. Il y avait également un certain nombre de débris autour du bûcher funéraire, une perle en verre, une monnaie, et puis donc presque une vingtaine de figurines en terre cuite, très emblématique de la production de Myrina. Cette production donc, dont l'iconographie est pas essentiellement, mais en partie axée autour des figures de victoire et d'Éros, donc de la figure de l'amour, ailée ou non ailée, aptère, comme on peut le voir donc, dans les vitrines qui se trouvent derrière moi. Alors, la production à l'époque hellénistique de figurines en terre cuite est caractérisée par sa diversité, par sa grande quantité et par la richesse de sa polychromie, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'on assiste à partir du IVe siècle, et donc là c'est vrai que les frontières chronologiques qu'on utilise traditionnellement dans l'art grec
pour la période hellénistique, pour marquer, sont moins exactes. Pour les figurines en terre cuite, on peut dire que vraiment la vraie mutation, elle se fait au IVe siècle à Athènes, je pense, et essentiellement dans les ateliers de vases plastiques qui vont permettre peut-être, enfin, il y a toutes sortes de facteurs, mais entre autres permettre donc l'utilisation quasiment systématique de moules bivalves, donc un moule qui est fait d'une face et d'un revers, avec la multiplication aussi des petits moules adjacents que l'on appelle les abattis et qui vont permettre donc une production très importante grâce à cette mécanisation en quelque sorte, ou cette industrialisation de ce procédé par le moule et ses abattis. Donc on a une production qui est numériquement très importante et une diversité possible grâce à la combinatoire des moules et des abattis qui vont permettre donc de diversifier les types existants qui sont essentiellement centrés autour de la figure féminine. Et à Myrina, on voit se développer notamment la figure de la victoire, essentiellement milieu 3e jusqu'à la fin du 2e siècle. Et donc on va avoir une multiplication de ces figures ailées qui sont représentées donc avec un vêtement ouvert sur les côtés et puis des ailes et qui symbolisent donc la Nike, la victoire. Ces figurines vont être essentiellement déposées dans des tombeaux, en tout cas c'est là à Myrina qu'on les trouve, et donc il faut penser peut-être qu'il y avait une signification post-mortem, eschatologique, peut-être autour de la figure de la victoire qui l'emporte donc sur la mort. Ça reste des hypothèses. Et dans le cas du tombeau B, on a 5 figures de victoire, dont 2 qui sont particulièrement bien conservées, qui ont un état de surface tout à fait remarquable et qui ont fait l'objet d'études assez approfondies de notre part, notamment des études avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France et avec Brigitte Bourgeois. Et donc 5 victoires, une douzaine d'érotès, c'est pluriel d'éros, une figure d'éphèbe, aussi avec sans doute des carnations qui devaient être extrêmement précisément rendues, mais dont on ne voit quasiment plus de traces maintenant aujourd'hui. Et puis 3 pièces notamment différentes qui représentent des petits vases à parfum, 2 alabastres, et un petit bouclier ou chapeau, mais alors là il serait vraiment très grand pour un chapeau, couvert de petites figures d'éros. Donc il y a une espèce de jeu sur les éros qu'on trouve dans la plastique, et puis les représentations en relief qu'on a sur ces petits alabastres et sur ce bouclier. Et ces différents éléments de mobilier en quelque sorte, de représentation de vases et de boucliers, portent également en surface des traces de feuilles métalliques, soit d'étain qui sont devenus aujourd'hui noirs, soit carrément la feuille d'or. Et c'était effectivement des témoignages très importants d'états de surface qui nous sont aujourd'hui quasiment inconnus sur la grande sculpture et dont la petite plastique donc, se fait l'écho. On le voit sur les 2 plus belles figurines, ces figures de victoire. Les traitements de surface sont en effet extrêmement bien conservés, ce qui est donc encore une fois plutôt rare. On a un jeu de couleurs, dans un cas dominante de bleu, dans l'autre cas dominante de rose, avec des jeux là différents aussi dans le rendu, des surfaces également et dans le traitement pictural. La victoire qui porte encore son péplos, son vêtement bleu et doré, donc présente un aspect de surface un peu granuleux, c'est peut-être l'état aujourd'hui de surface, ce n'est pas forcément celui qu'il avait dans l'Antiquité, mais c'est vrai que le bleu égyptien, puisqu'il s'agit de bleu égyptien, qui est donc le seul pigment de synthèse qui était utilisé dans l'Antiquité, présente une surface une granulométrie assez importante, et plus le bleu était broyé, plus clair était le résultat final. Là, on a un bleu assez foncé, avec cette surface un petit peu granuleuse, et puis on a des rehauts de dorure qu'on voit notamment dans l'échancrure, l'ouverture du péplos sur la jambe droite, où l'on retrouve donc la tache qui est rendue donc par un filet d'or extrêmement tenu, mais extrêmement bien
rendu. Donc on a là affaire à une précision très importante que les Grecs appelaient du terme d'akribéia, la précision, et qui est décrite donc dans les textes. Alors, ce que nous transmettent les textes, ce n'est pas un sujet des figurines en terre cuite, mais c'est aujourd'hui nous ce qu'on a comme témoignage pour parler de ces techniques antiques. Donc la victoire qui porte un péplos rose et blanc a reçu un traitement de surface déjà assez élaboré, et on s'en est rendu compte justement en examinant cette pièce avec le microscope numérique, puisqu'il y a toute une série de couches superposées qui ont été posées donc sur la figurine. Alors pour ce qui est des vêtements, nous avons affaire d'abord à une première couche posée qui est un ocre rouge, puis ensuite nous avons affaire à une couche de carence, donc de rose de carence. Ça formait le fond, le décor de fond du vêtement, et il y avait des couches encore superposées de bandes blanches puis jaunes qui ont agrémenté donc les parties basses du vêtement et l'ouverture aussi sur le côté, donc partie basse de vêtement pour le bas de l'apoptygma, du retour donc du péplos, et la partie inférieure du péplos. Et effectivement, la présence de ces fines bandes blanches réalisées avec du blanc de plomb ont permis donc cette espèce de couleur de soutien à la dernière pose de cette plaque de Garance qui a été posée donc sur le blanc de plomb, et qui donc le blanc de plomb permettant donc effectivement un éclat maximal de la laque. Ça ne s'arrêtait pas là, puisque les chairs également ont été peintes, et ça c'est sans doute un des apports peut-être presque le plus important qu'on puisse avoir avec l'étude de ces figurines en terre cuite, puisque effectivement les marbres, eux, ont été lessivés par le temps, et on n'a plus du tout ou quasiment pas de carnation encore visible sur les marbres. Les figurines, elles, et notamment ces exemples de Myrina, montrent une technique très particulière à Myrina, qui est la pose après la couche de préparation. Ça dépend, soit c'est parfois après, soit c'est avant, d'une couche faite d'une tonalité grise, très soyeuse, très onctueuse, sur laquelle était superposée donc la préparation, puis les différentes strates permettant donc à la carnation d'obtenir le ton, au peintre d'obtenir les tons de carnation définitifs. Et nous avons pu ainsi compter la présence de 6 strates pour réaliser donc les carnations de cette figurine, donc en partant de la couche grise, cette couche soyeuse grise dans laquelle il se trouverait peut-être de la phosphate, des cendres donc, et puis pour monter donc jusqu'au blush final ou aux petits tourbillons, aux petits accroche-cœurs que la figurine avait tout autour du visage. Donc on a quelque chose d'extrêmement perfectionné, et grâce à l'étude de ces figurines et de cette polychromie très bien conservée, on atteint donc là des questions qui touchent au statut des artisans dans l'Antiquité, c'est-à-dire qui étaient ces artisans qui venaient réaliser la peinture de ces petites figurines qui étaient des petites sculptures. Parce que d'un côté, on a effectivement un sculpteur qui est au point de départ de toute une production moulée. Si vous voulez avoir des jolis tirages, il faut que vous ayez un joli modèle de départ, donc réalisé par un sculpteur. Monter une figurine avec tous ces abattis et réparer la figurine, c'est-à-dire reprendre le tirage une fois sorti du moule, n'est pas à la portée de n'importe quel tâcheron. Donc si vous voulez avoir une pièce très bien réussie, il faut quand même avoir une bonne connaissance de cette pratique, d'être un bon praticien. Et enfin, qui intervenait tout à la fin pour la peinture? On sait que Apelle travaillait avec Nicias au IVe siècle, Pline l'Ancien s'en fait suffisamment l'écho. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi, surtout quand on voit la qualité de ces figurines, tant dans le traitement pictural que dans la façon dont même les feuilles d'or sont posées, comme les feuilles d'étain, est-ce qu'on
ne peut pas supposer qu'il y avait là quand même un vrai métier derrière la réalisation de ces dernières couches de finition pour ces objets. Et qui dit retravail, enfin, ou plutôt interrogation sur le statut de ces artisans, pose du coup aussi la question du statut de ces œuvres, dont on a souvent dit dans la littérature qu'il s'agissait d'ex-voto des pauvres, de production industrialisée réalisée par des tâcherons. Je crois que là, avec l'exemple de ce tombeau, mais il y a plein d'autres exemples. Nous aurions pu aborder aussi la question de Smyrne, avec des pièces qui sont vraiment des copies de grandes plastiques, ou même les Tanagra. On a affaire, pour les exemplaires les plus aboutis, à des œuvres qui sont réalisées par de véritables artistes, même s'il s'agit de plus petites dimensions. Nous avons affaire à des véritables artistes, et donc nous devons nous poser la question du statut de ces œuvres et éventuellement d'une commande. Quand on voit la richesse de ce tombeau 98, avec ces figurines qui sont réalisées de manière tout à fait exceptionnelle, avec la présence donc de feuilles d'argent, d'or, il y avait aussi également une lamelle en or dans le tombeau, eh bien on peut être à peu près certain qu'il s'agissait d'un membre de l'élite qui se faisait enterrer lui ou sa femme ou sa fille. On n'a pas le sexe du défunt et il est un peu difficile de se prononcer sur l'identité du mort, mais là on a affaire vraisemblablement à une véritable commande pour une destination précise. À partir du moment où on procède effectivement par moulage, surmoulage, on peut avoir effectivement une date de création extrêmement précise pour une œuvre, enfin extrêmement précise, parfois précise, pas toujours, au moins un archétype qui rappelle, c'est vrai qu'on peut très bien se dire que toutes les figurines de ce tombeau B et une grande partie des pièces exposées dans la vitrine derrière moi font écho à de la grande sculpture, que ce soit l'hôtel de Pergame ou la victoire de Samothrace. Donc on est bien dans une ambiance générale et en même temps on peut avoir une certaine difficulté à dater avec précision. Et c'est surtout en l'occurrence pour ce tombeau, sur des critères justement de contexte général artistique qu'on date ces pièces entre 150 et 100, sachant avant Jésus-Christ, sachant qu'à Myrina, on a la chance d'avoir un certain nombre de datations aussi possibles par des signatures qu'on a retrouvées sur les œuvres et qui sont peut-être d'ailleurs plutôt des signatures d'officine, de propriétaires d'officine, on ne sait pas encore, mais qui ont permis aussi parfois de caler la chronologie. Voilà, on a par exemple le cas de Diphilos, qui était un artisan qui était assez célèbre et dont on sait qu'il a travaillé au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ça permet de resituer, mais on peut difficilement dater, comme on le fait pour la céramique par exemple, enfin plus à l'époque hellénistique, mais pour la période classique, on peut difficilement dater à 5 ans près une figurine.